Bon, je pense qu'on peut commencer notre conférence de ce soir. Donc, je vous remercie d'être présent au rendez-vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et puis de reconnaître des visages qu'on voit de loin en loin. Donc, ça nous fait très plaisir déjà. Et puis, je vous présente, pour ceux qui ne le connaissent pas, Gilles Rago, qui nous fait le plaisir de nous présenter toutes ces architectures avec des thèmes qui nous permettent vraiment de voyager dans le temps, dans la géographie, dans l'histoire ou dans les histoires de l'architecture ou des architectures. On peut mettre beaucoup de S en fait. Et en tout cas, dans toute la complexité qui représente bien l'humain finalement, qui représente bien nos sociétés et qui nous permet aussi de mieux regarder aujourd'hui, voire demain. Donc, juste pour vous dire que la prochaine conférence du 8 novembre, pour l'instant, n'a pas encore de thème, mais que le 6 décembre, nous aurons une conférence sur Zaha Hadid, qui est une des rares architectes femmes du XXe siècle, assez remarquable et voilà, qu'on a plaisir à découvrir ou redécouvrir, mais même chez les professionnels, on n'a pas forcément beaucoup d'ouvrages à son sujet. Et je pense que ça sera vraiment intéressant de voir son regard et aussi sa façon de traduire l'architecture. Excusez-moi, de traduire son architecture en fonction aussi de sa culture, son origine, ses voyages. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et ce soir, voilà, nous avons architecture de villégiature. Voilà. Pour certains, on est revenu de vacances il y a un petit moment, ou alors on n'est pas encore parti, mais ces architectures-là, elles sont vraiment particulières dans notre histoire, dans notre histoire en France, mais aussi dans le monde. Et elles témoignent aussi d'une époque, vous allez voir. Et j'allais dire, pour certaines, elles ont une image qui nous est restée et qu'on a tendance à oublier et qui, comment dire, sur lesquels on peut porter aujourd'hui des regards critiques et c'est encore une fois très intéressant de les regarder et de les explorer. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que Gilles parlera bien mieux que moi de tout ça. Et je vous souhaite une bonne conférence. En fin de conférence, je vous dirai un tout petit mot à nouveau. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Oui, ce soir, donc, je vais vous parler d'architecture des loisirs, d'architecture de la villégiature, on pourrait dire aussi architecture balnéaire. Donc, ça va être un petit air de vacances après les vacances. C'est un thème qui a une actualité, enfin, en tout cas dans le domaine de la recherche. Et peut-être certains d'entre vous ont visité en 2016 ou 2017 l'exposition Tous à la plage, qui avait été présentée à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui était une exposition remarquable et qui venait un peu conclure presque une trentaine d'années de recherches multiples, dont certaines avaient été engagées par Bernard Toulier, que l'on voit ici, qui est un ancien conservateur de l'inventaire des monuments historiques, et qui, avec un professeur d'université, Claude Mignot, a été à l'origine de nombreux programmes de recherche, de soutien à des chercheurs, d'initiatives autour de cette notion d'architecture balnéaire, sur laquelle on ne savait pas grand-chose encore jusqu'à la fin des années 90. Il y avait eu Dominique Rouillard, qui avait fait un livre précurseur en 1995, mais vraiment depuis, grâce à ces programmes de recherche, il y a eu un travail de fond qui a été fait dans presque toutes les régions de France, enfin toutes les régions du littoral, et qui a donné lieu à de multiples ouvrages, dont des ouvrages de synthèse, celui de Bernard Toulier, Architecture, urbanisme, villégiature des bords de mer, bien sûr, et puis également le catalogue de l'exposition Tous à la plage. Voilà deux ouvrages qui font vraiment le point un peu sur ces recherches, mais vous pouvez trouver, et je n'en présente que quelques-uns, énormément d'ouvrages, il doit y en avoir ici à la bibliothèque, sur l'architecture balnéaire dans différentes régions, dans le nord de la France, au Touquet-Paris-Plage, mais également du côté de la Côte de Beauté, vers Royan, ou du côté de Biarritz ou Arcachon. Donc il y en a énormément, et au sein de toute cette production, il y a un certain nombre de productions personnelles. Donc c'est aussi pour ça que j'ai proposé ce thème, parce que j'ai participé d'une certaine façon à l'ensemble de ces travaux, et notamment à travers une publication en 2003
sur Royan et la reconstruction de cette ville, qui est aujourd'hui une station balnéaire qu'on qualifie de 50 ou 60, en tout cas qui est assez exceptionnelle et qui marque justement une première étape vers un tourisme de masse, vers un tourisme ouvert au plus grand nombre. Quand je dis tourisme de masse, je le précise, il n'y a aucun sens péjoratif dans ma bouche. Ça désigne simplement un changement quantitatif, un accès beaucoup plus large à une plus grande partie de la population. Et puis, deuxième travail que j'avais fait, c'est une publication sur la Grande Motte, qui est en train de ressortir d'ailleurs dans quelques jours. Publication qui, là, porte sur des opérations d'aménagement du territoire autour de la question du tourisme et qui marque vraiment, dans les années 60, ce basculement vers un tourisme de masse. Et c'est un peu là que je m'arrêterai au moment où ça bascule vers ce tourisme de masse. Et je travaille toujours d'ailleurs sur ce thème puisque ça fait 5 ans que je travaille sur la question des villas balnéaires en Charente-Maritime et c'est un livre qui maintenant est rédigé, que je suis en train de corriger et qui va sortir en début d'année prochaine. Donc voilà, c'est un thème qui me tient à cœur parce que c'est un thème qui touche en fait à énormément de phénomènes de société, à l'architecture, mais aussi à la vie courante de la plupart d'entre nous. Alors, c'est une histoire qui est assez longue, qui nous amène à remonter à l'Antiquité, même si les débuts de ce qu'on appelle vraiment l'architecture de la villégiature et la pratique de la villégiature, c'est plutôt la fin du XVIIIe siècle. Mais dans l'Antiquité, et Cicéron en parle dans un de ses textes, il y avait déjà sur les côtes méditerranéennes des villes qui étaient de véritables stations où allaient les riches romains, soit pendant la saison d'hiver, soit pendant la saison d'été. Et c'était parfois considéré, si on en croit Cicéron, un peu comme des lieux de débauche, puisqu'il dit « Les accusateurs répètent avec affectation les mots de libertinage, d'amour, d'adultère, de baïs, de rivage, de festin, de repas nocturnes, de chants de musique, de promenades sur l'eau. » Donc, ça dépassait certainement les plaisirs de la plage. Mais ce phénomène sous l'Antiquité reste assez rare. Et de l'Antiquité jusqu'à une période très récente, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la mer, l'océan, les eaux sont considérés comme un domaine dangereux, un domaine qui fait peur. C'est l'endroit où il y a des naufrages, c'est l'endroit aussi sur les côtes où il y a des naufrageurs qui font échouer les bateaux, qui ensuite viennent les piller. C'est un milieu hostile vers lequel on ne va pas spontanément, et d'ailleurs vers lequel il n'y a pas spontanément beaucoup de routes. Il y a des villes en bord de mer, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui, et on n'est pas tourné vers la mer. Et même les petits villages de pêcheurs qu'il y a sur les bords de mer, généralement, tournent le dos à la mer. Et c'est avec la pratique de la villégiature, avec la pratique du balnéaire, que ces villes et ces villages vont essentiellement, vont à ce moment-là se retourner vers la mer. Mais on craint ce milieu, peu de gens savent nager aussi, et donc on n'y va pas spontanément, et les gens ne se baignent pas dans la mer, y compris les gens qui habitent à côté des rivages. Donc c'est un lieu hostile, et c'est un lieu aussi qui est très contrôlé. La plupart du littoral, enfin notre littoral français est un littoral de frontières. Et donc, ce sont des zones à défendre. Et donc, ce sont des zones qui sont très largement occupées par les militaires et qui y installent des citadelles, des fortifications. Et autour de ces fortifications, il y a toute une théorie de réglementation qui font qu'on ne peut pas construire facilement, sans autorisation, et même il y a des endroits interdits, des glacis sur lesquels on ne peut pas construire. Donc c'est un milieu qui n'est pas favorable à l'occupation humaine. Et ça va changer essentiellement à partir de la fin du XVIIIe siècle, mais ça commence déjà au XVIIe, avec un certain nombre de textes rédigés par des médecins qui vantent les qualités du bon air marin, du bord de mer, et également les qualités des bains d'eau de mer et de l'eau de mer elle-même. Et donc, ces ouvrages de médecins font qu'on va commencer à regarder ce milieu du littoral autrement, mais sous un angle qui n'est pas celui des loisirs, mais qui est celui des soins. Il va y avoir une approche thérapeutique du littoral, et les premières occupations de villégiature en bord de mer ont cette destination de soins, de confort, mais aussi de soins. Donc c'est sous cet angle qu'il faut considérer
au départ, la pratique de la villégiature. Celle-ci va démarrer à la fin du XVIIIe siècle dans le monde britannique, en Grande-Bretagne, en Angleterre, où va émerger ce qu'on appelle la leisure class, qui en fait est l'aristocratie ou la très haute bourgeoisie, mais surtout l'aristocratie anglaise. C'est cet auteur, Thorstein Veblen, qui va théoriser cette notion de leisure class. Et donc, c'est une partie de cette aristocratie rentière, oisive, qui se retire pendant des périodes relativement longues, plusieurs semaines, plusieurs mois, dans des cités qui se trouvent en bord de mer, et plutôt généralement pendant l'été, parce que le climat y est plus doux, l'hiver y est plus acceptable, plus doux qu'à l'intérieur des terres. Et on voit donc Bath, notamment, qui est une des premières grandes stations balnéaires britanniques, et on voit aussi l'architecture de ces premières stations balnéaires. Il n'y a là aucune architecture spécifique. C'est le goût dominant de cette leisure class, c'est-à-dire c'est l'architecture classique. C'est la même architecture que celle de leurs palais, de leurs grandes demeures, de leurs hôtels particuliers qu'ils peuvent avoir à Londres ou ailleurs. Donc ils imposent dans ces territoires qu'ils occupent désormais pour leur plaisir et leur loisir, cette architecture classique. Et d'ailleurs, les architectes qui travaillent pour eux là sont les mêmes qu'on va retrouver dans les grandes villes anglaises. Cette architecture classique, ça va être la première expression de cette architecture de la villégiature. Et moi, je ne parlerai pas encore d'architecture balnéaire au sens d'une architecture qui serait spécifique à une pratique des bains de mer ou à une pratique du bord de mer. Et cette architecture classique, elle va être donc celle de toutes ces premières stations, que ce soit en Grande-Bretagne, mais également, on le voit ici, en Allemagne, mais encore aussi en France, où les premières stations, que ce soit dans le nord de la France, du côté de Dieppe, dans cette zone qui est juste de l'autre côté du Channel, et donc qui est facile d'accès pour les Anglais en bateau. Les premières stations vont se développer dans le nord par l'arrivée des Britanniques qui vont coloniser d'une certaine façon, on les appelle comme ça d'ailleurs, ces bords de mer et y développer des activités qui sont celles qu'ils ont également déjà développées chez eux. Et également sur les bords de la Méditerranée où par exemple Tobias George Smollett, un aristocrate britannique, en voyage vers l'Italie, va passer par Nice, découvre cette baie de Nice, est séduit par le lieu et au retour de son voyage d'Italie, s'arrête un moment à Nice et va y développer toute une activité balnéaire, faire venir des amis, faire venir des connaissances et commencer à équiper cette petite ville de Nice autour de cette activité nouvelle. Donc le développement de Nice, de Cannes, d'un certain nombre de stations sur la côte d'Azur ou sur la Méditerranée est redevable aux Anglais au départ. D'où le nom aussi de la promenade des Anglais, cette longue promenade. La promenade étant un des critères qui définit une station. Il y en a d'autres, on va les voir, mais la promenade, pouvoir aller se promener, se montrer, avoir cette activité mondaine qui est de se promener, fait partie de l'activité balnéaire. Alors, ils arrivent aussi, et ils importent aussi leur propre architecture, qui parfois est jugée assez violemment. On voit Prosper Mérimée, qui est le premier grand inspecteur des monuments historiques en France, dire « Les Anglais qui construisent ici mériteraient d'être empalés pour l'architecture qu'ils ont apportée dans ce beau pays. » En fait, on a là derrière cette critique très violente un reflet du débat qu'il y a d'une manière générale en France à ce moment-là entre les tenants d'une architecture classique, la grande tradition Beaux-Arts qui s'appuie sur l'architecture gréco-romaine revisitée par la Renaissance, c'est ce qu'on enseigne à l'école des Beaux-Arts, et puis aussi toute une frange des architectes qui cherchent aussi à renouveler ce langage en allant voir du côté de l'architecture gothique, du côté de l'architecture indienne, du côté de l'architecture romane, baroque, etc., d'autres sources architecturales. Donc, certes, c'est une critique contre les Anglais qui, eux, n'ont jamais cessé d'avoir une grande tradition médiévale en Angleterre et qui l'importent aussi dans leur propre construction à Cannes, à Nice ou ailleurs, mais ça entre dans un débat qui est plus large. Donc l'impact des Anglais est important dans le sud, il est important aussi dans le nord de la France. Aussi dans le développement des stations, un critère extrêmement important, c'est souvent
le rôle joué par une personnalité. Alors, une personne de l'aristocratie qui va aider au développement d'une station, par exemple la princesse Eugénie, l'épouse de Napoléon III, qui va contribuer fortement au développement de Biarritz. Donc, souvent, il y a une personnalité comme ça, locale, ou bien une personnalité de l'aristocratie qui va aider, qui va attirer autour d'elle tout un tas de proches qui vont la suivre. À Dieppe, on voit la station est encore relativement peu développée en 1854, mais il y a un élément important au bord de la plage, c'est l'établissement de bains. Parce qu'on ne se baigne pas, ou peu, dans la mer. C'est une pratique thérapeutique et le bain à la lame, donc le bain direct dans l'eau, est considéré comme dangereux et donc on ne le pratique pas vraiment. Et en fait, on se baigne dans des bassins d'eau de mer, froids ou chauds, qui sont dans les établissements qui sont construits à cet effet. Et ces établissements, ils ont non seulement des espaces de soins, des espaces de bain en baignoire, en bassin, des espaces évidemment séparés selon les sexes, et puis également des lieux, des espaces réservés à l'entre-deux. On n'est pas tout le temps en train de se baigner ou de recevoir un soin, donc il faut des fumoirs, il faut des salons pour les dames, il faut différentes salles qui permettent de développer une vie mondaine. Et plus ça va aller, plus la vie mondaine va prendre le pas sur le soin, et plus ça va aller aussi, plus la pratique balnéaire va être une pratique de loisir et de détente, et la dimension thérapeutique va petit à petit s'effacer dès le 19e siècle. Et on voit que ces bains donc de Dieppe qui sont traités eux aussi dans une veine classique. Ce n'est pas encore une architecture adaptée à part le programme lui-même, mais l'architecture elle-même n'est pas spécialement adaptée à cette nouvelle façon de vivre. Donc la promenade, l'établissement de bain, voilà les deux premiers éléments importants, mais il y en a d'autres, l'hôtel ou les hôtels, les grands hôtels de luxe, parce que c'est réservé à une petite partie de la population extrêmement aisée, le casino, parce que le soir, il faut aussi s'amuser, et les villas privées, parfois un hippodrome, et puis à partir du milieu du 19e siècle, la gare, qui va être un élément important de la station, parce qu'un autre élément majeur du développement des stations, le premier je l'ai évoqué avec les fortifications, c'est à la fin du 19e siècle que les fortifications vont perdre leur fonction militaire, et à ce moment-là, on va pouvoir développer sur ces terrains de nouvelles activités. Donc, le développement des stations est lié à cette démilitarisation des fortifications. Et puis, autre critère, ça va être l'accessibilité. Donc, ces stations-là, au départ, sont accessibles en bateau, parce que ce sont essentiellement des Britanniques qui y viennent. Mais après, il faut pouvoir accéder à toutes ces villes ou villages nouveaux depuis l'intérieur des terres. Et souvent, il n'y a pas de moyen de transport. Donc, l'arrivée du chemin de fer va être un élément déterminant à partir de la moitié du 19e siècle dans le développement de ces stations. Donc, le bain à la lame reste une pratique osée, risquée, que ces dames ou ces messieurs parfois font, mais toujours accompagnés. Et il y a des maîtres, enfin pas des maîtres nageurs, mais il y a des gens du coin qui sont là simplement pour porter ces dames ou ces messieurs dans l'eau et les tenir dans l'eau pendant qu'ils se baignent pour éviter qu'ils se noient ou qu'ils aient d'autres problèmes. Et pour aller dans l'eau, il y a souvent toute une phase, je dirais, intermédiaire. Donc, il faut se déshabiller. On ne peut pas se déshabiller devant tout le monde comme on le fait nous maintenant. Il y a des cabines de bain, soit des cabines fixes, soit des cabines tractées par des chevaux qui permettent donc de se déshabiller et ensuite donc de pénétrer dans l'eau et de descendre directement dans la mer à l'abri des regards des gens qui sont sur la plage. Donc voilà, c'est une pratique qui reste quand même un peu osée et qu'on pratique avec beaucoup de prudence. Alors parfois, ces cabines de bain peuvent prendre une dimension architecturale incroyable, avec la cabine de bain du roi Alphonse XIII d'Espagne. C'est quasiment une petite villa qui est posée sur des rails et donc qu'on peut faire bouger pour aller jusque dans l'eau, pour que le roi descende directement dans l'eau, qu'il n'ait pas à marcher sur la
sur la plage. Lors de l'exposition Tous à la plage, ils avaient fait un cartel que je trouvais, enfin pas un cartel, un carton d'invitation qui était très beau avec cette photo en disant voilà le maillot de bain d'Alphonse XIII d'Espagne. Alors donc il y a l'établissement de bains de mer, le Grand Hôtel, il y a le casino ici, on en voit un exemple avec les dessins du premier casino jeté à Nice. Donc souvent les casinos sont au bout de la jetée, c'est lié à l'accès par la mer, mais c'est aussi lié au fait que parfois la législation ne permet pas les jeux sur le territoire, donc on détourne la loi en les mettant comme ça sur une jetée. Mais il y en a beaucoup, là c'était celui de Nice qui a malheureusement disparu, mais il y en avait beaucoup aussi sur la côte anglaise, sur la côte sud de l'Angleterre, et il en reste encore quelques exemplaires fameux quand ils ne brûlent pas. Le Grand Hôtel, ici, juste un exemple, et qui montre, alors pas vraiment un hôtel classique, mais c'est un hôtel assez éclectique déjà. C'est l'hôtel Negresco, qui est dû à l'architecte d'origine néerlandaise Édouard Niermans, qui a beaucoup travaillé en France, qui a fait aussi l'hôtel impérial à Biarritz, qui a fait des tavernes Art Nouveau à Paris, et qui donc est un de ces architectes de cette Jet Society, de cette leisure class qui vient passer des séjours importants dans ces grands hôtels. Alors le vrai développement, vraiment ce qui va lancer toutes ces stations définitivement, c'est le chemin de fer. Avant l'arrivée de l'automobile, à la fin du 19e, mais l'automobile ne jouera un rôle majeur qu'à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc, les lignes de chemin de fer en France, la première date de 1826 entre Saint-Étienne et Lyon. Et puis, petit à petit, il va y avoir un réseau qui va se monter. Et les premières lignes qui desservent des stations ou des villes qui ont une activité balnéaire, en 1847, la première ligne Paris-Le Havre, et en 1864, la première ligne pour aller jusqu'à Nice. Et c'est important parce que, en fait, ces sociétés de chemin de fer, il y a une société d'État, mais il y a aussi énormément de sociétés privées tenues par des banquiers, tenues par des groupes financiers importants, qui ont des moyens importants et ils vont pas simplement créer des lignes pour aller dans ces stations, mais ils vont souvent investir dans ces stations. Et ce sont Bernard Toulier a fait l'étude de cela, ce sont souvent des investissements extrêmement gratifiants. Et donc, non seulement ces compagnies de chemin de fer vont desservir, mais vont aider au développement des stations elles-mêmes. Alors, le réseau, en 1934, on le voit, est assez proche de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais ce qu'on voit surtout sur cette photo, c'est la multitude des réseaux existants encore en 1934, la création de la SNCF qui va unifier tous ces réseaux date, si je ne me trompe pas, de 1938. Elle est due à Raoul Dautry. Mais auparavant, on avait toute cette kyrielle de réseaux, avec parfois des liaisons qui n'étaient pas très bien assurées. Par exemple, à Bordeaux, il y avait un réseau qui s'arrêtait sur la rive droite et ce n'était pas le même réseau qui desservait la rive gauche. Donc, il y avait des ruptures de charge assez importantes. Donc, autour de 1870, on voit le temps qu'il faut pour aller à Nice, 24 heures en train, depuis Paris, 17 heures pour aller à Biarritz, et la Normandie est un peu plus proche, à 4-5 heures pour Dieppe, Étretat, Deauville, Le Havre, ce qui permet à des Parisiens de faire l'aller-retour pour des week-ends un peu prolongés. C'est une pratique qui se développe très largement dès le 19e siècle. Quand on regarde les temps actuels, on voit qu'on a quand même beaucoup progressé sur toutes ces destinations. Alors, ce développement de ces trains, notamment vers la Normandie, va développer autour tout un folklore. Et on va parler du train des maris, parce que les maris accompagnent leur épouse et les enfants jusqu'à Deauville, Trouville ou Dieppe, etc. Et puis souvent, ils repartent à Paris pour travailler. Et voilà, ça devient le train des cocus, parce que sur place, ces dames prendraient un certain nombre de libertés, mais les hommes aussi, seuls à Paris, en prennent aussi. Donc il y a toute une littérature autour de ces trains des maris et de la liberté que s'accordent les femmes ou les hommes de part et d'autre. Et ça donne même des chansons. Il y a des chansons autour des trains des maris. Donc ça
entraîne une nouvelle, nouveaux phénomènes de société. Alors je disais que ces trains sont importants et ces compagnies aussi. L'exemple type, c'est vraiment celui des frères Émile et Isaac Pereire, grands banquiers, qui vont créer la ligne Bordeaux-Arcachon, à peu près 1 heure de trajet à peine, et qui vont aussi investir, parce que Arcachon, à cette époque-là, ça n'existe pas, ou c'est quelques baraques misérables de pêcheurs. Voilà ce qu'en dit Stendhal en 1838. Il dit, un peu plus loin que Bordeaux, on entre dans ce vaste désert de sable nommé les Landes. C'est le pays le plus triste du monde. L'eau y est couleur de café et le sable est à peine couvert de temps à autre par des pins qu'on écorche pour avoir de la résine. Même quand il n'est pas écorché, ce pin est le plus vilain arbre du monde. Donc voilà, ça donne pas franchement envie d'y aller. Et ça, c'est avant que les Landes soient plantées par Napoléon III. Donc, la station d'Arcachon va naître de la création de cette ligne et avec les moyens financiers qui sont ceux des frères Émile et Isaac Pereire. On a un phénomène à peu près semblable pour la petite station de Châtelaillon-Plage, où c'est les actionnaires de la petite compagnie qui va desservir Châtelaillon depuis La Rochelle, qui va investir dans un très grand lotissement qui sera le démarrage de la station. Alors quand on arrive à Arcachon, et là on va commencer à voir ce qu'est vraiment l'architecture balnéaire. On va trouver une architecture qui n'est pas celle de la Gironde ou celle des Landes. On va trouver un buffet chinois. On va trouver un casino mauresque. Pourquoi cette architecture d'ailleurs? Et parce que la pratique de la villégiature est devenue une pratique de loisir, une pratique de détente, et que donc c'est lié aux vacances. Et les gens qui vont en vacances, qui ont les moyens d'aller en vacances, il n'y a pas grand monde à ce moment-là, ont envie d'un ailleurs. Donc la villégiature, c'est une invitation au voyage. Et après avoir fait 4 ou 5 heures de train, voire 24 heures de train, on veut trouver une autre architecture, un autre cadre. Et donc l'exotisme est de mise. Donc une des premières caractéristiques de l'architecture balnéaire, c'est de rechercher une certaine forme d'exotisme pour faire rêver ceux qui arrivent, pour faire rêver les estivants. Et je dirais, le deuxième caractère de l'architecture balnéaire, ça va être la fantaisie. Ces gens qui viennent en vacances, à Angoulême, à Poitiers, à Limoges, à Paris, un hôtel particulier ou un bon immeuble de rapport, ont envie de trouver non seulement une autre architecture exotique, mais aussi avec plus de fantaisie. Et donc voilà une des plus belles villas de la ville d'hiver d'Arcachon. Et c'est une villa qui ne se raccorde à aucun style particulier. On est là dans une sorte de mélange un peu pittoresque, avec des références à l'idée du castel, du château, avec cette tour, un appareillage de pierre un peu rustique. Tout ça doit faire rêver, doit avoir une certaine fantaisie. On va avoir du décor, on va avoir des aisseliers qui soutiennent la toiture largement débordante. Bon, c'est lié aussi au climat de bord de mer, mais il y a cette volonté de fantaisie. Donc exotisme et fantaisie, c'est vraiment les deux premières qualités d'une architecture balnéaire. Alors cette fantaisie, elle peut aller assez loin. Là, je sors du cadre de la France pour prendre le pavillon royal donc de Brighton, qui existe toujours, qui est le palais. C'est même plus une villa, c'est vraiment un palais pour la famille royale qui va en vacances à Brighton. Donc c'est tout près de Londres. Mais en allant à Brighton, ils se retrouvent dans un cadre qui est celui de leur colonie indienne, et donc avec des références comme ça à l'architecture hindoue. Donc, grande volonté de dépaysement. Le développement majeur de ces stations balnéaires, ça va être essentiellement à partir de 1870 jusqu'en 1914, et là, en profitant très largement de l'arrivée du chemin de fer qui se développe et qui atteint la plupart des stations balnéaires. Le développement du chemin de fer va aider au développement de ces stations et va aider aussi à une certaine forme de démocratisation. Mais
très modeste. Il ne faut pas non plus charger trop le trait, mais il y a une première lente amorce de démocratisation avec l'ouverture de stations plus modestes qu'on appelle les petits trous pas chers à l'époque et qui font l'objet d'ailleurs de guides touristiques, les petits trous pas chers, qui est donc destiné à une autre clientèle, bourgeoisie qui a des moyens, mais pas les moyens de la très haute bourgeoisie ou de l'aristocratie, et qui peut s'offrir un temps de vacances, qui peut s'arrêter de travailler, ce qui n'est pas permis à beaucoup de monde. Donc on a ici les petites dalles près de Fécamp, mais il y a d'autres stations comme ça, assez touristiques, qui font partie de ces petits trous pas chers. Et il n'y a pas que des villas, mais on va voir apparaître des immeubles d'habitation pour les vacances, des immeubles de rapport, parce qu'on a changé de catégorie sociale. Ces gens-là n'ont pas forcément les moyens de s'offrir une villa ou voire de louer une villa. Et c'est pas du goût de tout le monde. On peut le voir dans une chronique d'un journal de Nice. Alors, ça n'illustre pas la photo qui est un immeuble de Malo-les-Bains, mais le journaliste dit ceci, il dit « Ce même étranger », on appelle l'étranger celui qui vient dans la station, et là, c'est plutôt l'anglais d'ailleurs, qui se logeait autrefois dans la verdure des orangers, qui aimait les petites villas indépendantes où il était autrefois son seigneur et son maître, vous l'avez contraint aujourd'hui à habiter une caserne. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est un problème de réaction face à une accession très lente, certes, mais quand même qui commence à d'autres catégories sociales qui n'étaient pas celles qui pouvaient bénéficier de la villégiature jusque-là. Donc un petit changement dans les comportements. Alors, après le train, c'est la voiture qui va jouer un rôle majeur dans le développement des stations, très lentement aussi. Les premières voitures apparaissent en France vers 1895. Il y en a 300 sur les routes françaises en 1895. En 1914, il y en a déjà 100 000. Donc ça paraît beaucoup, c'est un développement spectaculaire. Mais 100 000, c'est très très peu en fait pour la population française qui est déjà autour de 40 millions d'habitants. Le taux est très très faible. Et c'est réservé vraiment à une petite élite de la société. Et c'est seulement dans les années 50, avec la prospérité économique des 30 Glorieuses, avec le développement de l'automobile pour tous, que vraiment les Français vont accéder à l'automobile et ça va favoriser le développement des stations. Mais c'est un phénomène quand même qui s'amorce à ce moment-là et qui va être largement utilisé par justement tous ces groupes sociaux qui déjà accédaient à la villégiature, qui ont les moyens de se payer une voiture, et pas n'importe quelle voiture, on le voit. Et c'est aussi l'occasion d'avoir plus de liberté, de ne plus être obligé de prendre le train, donc de plus de mobilité. Ça va permettre aussi le développement de nouvelles activités, de promenades autour, de balades autour des stations balnéaires, et puis aussi des concours de beauté, où on associe les lignes de l'automobile à celles de jolies femmes en maillot de bain ou dans des robes de soirée. Donc il y a toute une activité qui va être reprise par ceux qui utilisaient, enfin qui étaient déjà des estivants, et on le voit bien là sur cette photo d'Osgore vers 1930 où voilà, tous les gens que l'on voit ici sont des gens qui sont extrêmement aisés et qui ont la possibilité de prendre ces vacances dans cette nouvelle station et où là l'architecture devient régionaliste. Le régionalisme en architecture, c'est quelque chose qui apparaît à la fin du 19e siècle. C'est cette volonté justement de promouvoir une architecture qui soit identitaire, localement, régionalement, nationalement, face à l'architecture classique qui vient de l'Antiquité gréco-romaine, mais qui au fond est utilisée dans toute l'Europe occidentale et qui n'a pas d'inscription nationale. Donc là aussi, c'est un débat qui dépasse largement la question du balnéaire, mais on voit le régionalisme vraiment faire une entrée en force dans l'architecture balnéaire, parce que justement, il correspond bien à ce qu'attendent les estivants. C'est une architecture exotique. Pour un Parisien, pour un Limougeot, pour un Poitevin, se retrouver à Osgore dans cette architecture basco-hollandaise réinterprétée par les architectes du moment, c'est un dépaysement total. De plus, c'est une architecture qui joue sur une certaine forme de fantaisie par les contreforts, par les faux pans de bois,
par le mélange de la brique avec l'enduit blanc, par un certain nombre d'éléments de décor, souvent aussi du décor un peu art déco dans cette période-là. Donc l'architecture de régionaliste va bien entrer dans cette logique de l'architecture balnéaire. L'architecture basque-hollandaise, d'ailleurs, ne va pas rester uniquement dans le secteur de Biarritz, de Bayonne, d'Anglet, de Cibourg ou de Sgor. Elle va en fait connaître un succès important et on en trouve un peu partout dans tout le sud-ouest. Il faudrait faire une cartographie de l'influence du basque-hollandais jusque dans les années 50. Et là, c'est un exemple, une très belle villa, la villa Quichalin, qui existe encore. Et elle est à Ronces-les-Bains. Donc Ronces-les-Bains, ce n'est pas une commune, c'est un quartier en fait de la Tremblade. C'est juste en face de la pointe sud de l'île d'Oléron. Et donc à Ronces-les-Bains, on trouve énormément de villas basque-hollandaises. C'est-à-dire que quand on veut faire régional en Charente-Maritime, en Aunis et en Saintonge, on fait appel à l'architecture basque-hollandaise. C'est comme le style néo-normand aussi, on va en trouver un peu partout, à Paris ou en France. Donc là, l'idée même du régionalisme étant complètement dévoyée. Mais il y a un énorme succès de cette architecture dans les années 20 et 30, dans les stations balnéaires, de même que l'art déco aussi va connaître un grand succès. L'art déco, c'est une forme d'architecture moderne, mais c'est une forme d'architecture moderne qui garde encore des liens avec l'architecture classique, donc avec la culture dominante. On y retrouve des colonnes, on y retrouve des entablements, on y retrouve des chapiteaux, une ordonnance très symétrique, et puis tout un décor aussi. C'est une architecture qui reste très très riche en décor. Et donc voilà, l'art déco est une forme de modernité qui va bien avec l'idée de l'architecture balnéaire par son exotisme et par sa fantaisie. Alors que l'autre forme d'architecture moderne, l'architecture moderne radicale, puriste, celle de Le Corbusier, de Malestévins, d'André Lursa, de Georges-Henri Pingusson, fait de boîtes blanches pures et dures, où il n'y a plus de toit en pente, mais des toits plats, etc., où il n'y a plus de décor, on n'en trouve aucune, ou pratiquement aucune, sur les littorales français, à l'exception d'une villa du côté de Monaco, faite par un architecte qui s'appelle Jean Badovici et une architecte qui s'appelle Hélène Gray. Mais l'art déco, en revanche, colle bien avec cette idée balnéaire et on va en trouver beaucoup. Alors, le tournant dans cette démocratisation et cette marche vers une villégiature de masse va être le moment du Front populaire et l'octroi de 2 semaines de congés payés. Mais c'est l'amorce. Mais c'est pas ça qui va changer à ce moment-là les choses. Lorsque nous obtenons 2 semaines de congés payés en 1936, en fait, il y a très peu de gens qui vont partir sur les routes et très peu de gens qui vont aller dans les stations balnéaires. La plupart des gens n'ont absolument pas les moyens, même en comment on appelle ça, en tandem, voilà. Même en tandem, ces photos sont célèbres. Il y a des films également qui le montrent. Il y a des gens qui ont découvert la mer à ce moment-là, mais qui y sont d'ailleurs allés souvent en prenant le train et en revenant le soir. Ils n'avaient pas les moyens de rester en emportant leur sandwich parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller dans un restaurant. Donc, 1936, c'est l'octroi de ces 2 semaines. C'est la condition de départ, mais en tout cas, dans la fin des années 30, rien ne change. Ça reste toujours une pratique réservée à une petite partie de la population. Il va falloir attendre l'après-guerre et l'octroi de la 3e semaine en 1956, puis de la 4e semaine en 69, et enfin de la 5e semaine en 82, pour que, justement, cette pratique du balnéaire s'ouvre à une partie beaucoup plus importante de la population, même si on sait qu'aujourd'hui encore, en 2022, beaucoup de gens ne partent pas en vacances. Mais ça s'est quand même très largement démocratisé dans la période d'après-guerre, grâce à l'élévation du niveau de vie qui suit la reconstruction, grâce aussi au développement de l'automobile à peu près pour tous, et donc ça va favoriser le développement des stations, mais obliger aussi les stations à s'adapter à cet afflux considérable
de gens auxquels ils n'étaient pas habitués, et ça aussi, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des témoignages en 1936 de gens qui disent « Ah, dans les trains, tous ces ouvriers qui viennent et qui sortent leur pâté, c'est vraiment détestable et insupportable. » Mais ce combat est engagé et il va porter ses fruits après-guerre. Alors, on peut prendre justement l'exemple de Royan, qui est un exemple intéressant, à la fois architecturalement, mais aussi de ce basculement des mœurs et surtout cet accès au plus grand nombre. Royan, c'est une station qui date de la fin du XVIIIe siècle. Elle a vraiment pris très tôt le prix. Royan, c'est un petit village de pêcheurs qui remonte à l'Antiquité gréco-romaine, qui était tourné qui faisait dos à la mer, et qui, à la fin du XVIIIe, début XIXe, va se retourner par des travaux, la construction de boulevards, etc. C'est une vraie volonté pour s'ouvrir à cette pratique. Et on voit à l'entrée du port un bateau à vapeur à aube, comme sur le Mississippi. Il y avait une liaison directe entre Royan et Bordeaux, avec plusieurs allers-retours chaque jour, qui mettaient Royan à 3 ou 4 heures, je crois, de bateau de Royan, et qui a permis à la bourgeoisie aisée, très aisée même de Bordeaux, d'investir fortement sur Royan. Le développement de Royan est en grande partie le fait de fortunes bordelaises, et notamment M. Balgueris-Stuttenberg, qui a son avenue à Bordeaux, et qui a créé la liaison par bateau, qui l'a financée, et qui a investi aussi dans l'aménagement de la ville de Royan. C'est un peu comme les frères Pereire, on retrouve le même phénomène. Royan est une station moyenne, c'est peut-être une des stations la plus importantes de la côte atlantique, j'irais en dessous de la Bretagne et jusqu'à la côte landaise. Mais ça reste quand même une station familiale qui accueille un certain nombre de vedettes, par exemple... bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais j'aimerais bien trouver son nom. Celui qui chantait « Ma pomme ». Maurice Chevalier, voilà, c'est pas ma génération, c'est peut-être pour ça. Maurice Chevalier est venu là, Picasso y est venu aussi, il a peint un peu dans les années fin des années 30. Donc, mais ça reste une station moyenne. Sur le plan de l'architecture, il y a quelques hôtels de qualité, il y a des casinos aussi, surtout le grand casino de la fin du 19e siècle. Et puis, il y a 2 zones, la zone du parc ici et la zone de Pontaillac là, où il y a un certain nombre de villas vraiment cossues de belle qualité. Mais c'est pas l'architecture d'Arcachon, c'est pas non plus Deauville, Trouville, qui ont été faits pratiquement d'une seule pièce, qui ont une unité architecturale très affirmée, avec une volonté urbaine et architecturale. Là, c'est une adaptation. Et d'ailleurs, en 1938 ou 39, Jean Ratteau, qui est un auteur par ailleurs assez inconnu, publie un guide de Royan et des côtes de Saintonge, et voilà ce qu'il dit de Royan. À dire vrai, la ville proprement dite ne présente point un grand intérêt. Ses rues, ses magasins, ses monuments restent dans une agréable médiocrité. Alors, moi j'adore parce que aujourd'hui, allez trouver un guide touristique qui soit critique comme ça. Non, on vous vend, tout est beau, tout est magnifique, avec des nuances certes, mais quand même, il y a une certaine franchise là dans le discours de Ratteau, même si il est peut-être un peu dur parce qu'il y avait quand même certainement un certain nombre de bâtiments. Il y avait des établissements, notamment dancing, cinéma, art déco, qui n'étaient pas si mal que cela. Mais tout ça, en tout cas, va disparaître en 1945. Voilà, ce qui était le bâtiment le plus important de Royan, c'était son grand casino, un des plus grands casinos d'Europe, fait par Gaston Redon, qui est moins connu que son frère, Odilon Redon, qui était à la fois graveur et peintre. Mais c'est un grand casino avec les salles de jeu, bien sûr, mais aussi restaurant, dancing, salle de bal, salle de spectacle, salle de cinéma. Il y a eu parmi les premières représentations de cinéma en France qui sont passées là, et même une crèche pour que ces dames puissent laisser les enfants et profiter elles aussi des plaisirs du casino. Je dis ces dames parce que je pense que les hommes ne s'occupaient pas franchement beaucoup des bébés à ce moment-là. Alors, tout ça donc disparaît en janvier et en avril 1945 sous 6600 tonnes de bombes, dont des bombes au napalm. Les Américains
expérimente le napalm sur Royan et il ne reste pratiquement plus rien. Tout ce que vous voyez en rouge est détruit à plus de 75%. Ça veut dire que ça va être rasé et qu'ensuite on reconstruit complètement. Il reste quelques maisons là dans le quartier du Parc, quelques maisons aussi de côté de Pontaillac, mais le centre-ville est détruit pratiquement à 100%. Donc il faut tout reprendre. Et là on a une photo qui date probablement de 46-47. Qui montre là, tout ça c'est le centre-ville de Royan. Vous voyez, il n'y a plus une maison, il n'y a plus rien. Même là, ce sont des tas de pierres en fait. On regroupe les pierres en attendant de reconstruire. Donc la ville est encore complètement rasée, absolument partout. Donc cette table rase, elle va être l'occasion. C'était pas écrit, c'était pas obligatoire, mais elle va être l'occasion pour les architectes qui vont s'occuper de la reconstruction d'inventer une autre architecture balnéaire. Mais leur premier réflexe, on voit ici Claude Ferré, architecte bordelais, architecte et urbaniste en chef, et Louis Simon, architecte parisien, architecte et urbaniste en chef adjoint. Donc c'est eux qui ont la responsabilité vraiment de redresser cette ville. Et voilà le premier dessin que fait Claude Ferré, donc pour le front de mer et le boulevard Briand qui part à la perpendiculaire. Il fait une ville néoclassique, en fait. Hein. Il fait là, c'est les deux bras du Trocadéro, pratiquement, hein, mais bordé d'une colonnade. Ensuite, un enchaînement de 2 places, dont une bordée de colonnes aussi. C'est l'enchaînement des 2 places du château de Versailles, du premier château de Versailles, celui de Louis XIII. Donc, on est dans des références qui sont celles du classicisme. Ferré et Simon ont fait leurs études dans les années 30 à l'École des Beaux-Arts de Paris, où on n'enseignait absolument pas la modernité. Donc, ils sont dans ces références-là, et leur premier réflexe, c'est de faire une architecture classique. Alors, ce n'est pas une architecture régionale, même si eux-mêmes appellent ça une architecture saintongeaise. Ça n'a rien de saintongeais. Mais en tout cas, il y a une ambition de faire une architecture classique, au fond, comme pratiquement toutes les villes de la reconstruction ont été faites. Hein. Les villes de la reconstruction, Caen, Brest, etc., c'est essentiellement l'architecture classique, simplifiée, mais classique quand même. Éventuellement, dans d'autres villes, l'architecture régionaliste, mais ce n'est pas le cas là. Et on voit même à l'extrémité du front de mer un temple, et c'est vraiment un temple, c'est le temple du jeu, c'est le casino, que Claude Ferré, enfin, alors c'est pas Claude Ferré ou Simon qui le dessine, c'est un architecte qui s'appelle Roger Pagès, et donc on voit, c'est un bâtiment monté sur un stylobate assez important, comme un temple antique, et avec des colonnes à l'articulation des 2 ailes. Donc voilà ce à quoi aurait pu ressembler tout Royan. Et en fait, voilà un autre dessin, pour situer, voilà, ils ont imaginé à un moment donné faire le centre administratif ici au centre, à la croisée des 2 axes. Et vous voyez ce centre administratif qui n'a pas été réalisé, c'est vraiment 2 bâtiments parallèles, parfaitement symétriques, bordés de colonnes, autour d'un jardin aménagé, un peu comme les jardins du Trocadéro, sur lesquels d'ailleurs ils ont travaillé quand ils étaient à la fin de leurs études, quand ils étaient à Paris. Donc voilà à quoi Royan aurait dû ressembler. Le boulevard Briand qu'on voit démarrer ici a été construit comme ça. C'est la première opération de reconstruction. Donc là, au fond, Ferré et Simon renouaient avec les origines de la villégiature, de cette architecture classique de la villégiature, mais étaient en complet décalage avec la notion même de balnéaire. Et ce boulevard a été réalisé comme ça, mais il s'est passé une chose, c'est que petit à petit, le débat architectural a repris en France. Les revues d'architecture ont commencé à reparaître aussi. Royan est une ville qui n'est pas une priorité dans le redressement de la France. Donc, entre les bombardements et cette première opération, il se passe 3 ans. 3 ans sans qu'on construise rien. Et donc, pendant ce temps-là, les mentalités ont le temps de changer. Et en septembre 1947, la revue L'Architecture d'aujourd'hui a publié un numéro spécial consacré au Brésil, à l'architecture brésilienne, à celle d'Oscar Niemeyer notamment, qui est un tout jeune architecte à l'époque. Il a une petite 40aine d'années à peine. Et cette architecture-là, les architectes qui travaillent sur Royan, pas Ferré lui-même, c'est pas un vieux, mais il a déjà 40-43 ans, mais il a eu l'intelligence de faire venir avec lui sur Royan
tous les étudiants qu'il avait à l'école d'architecture de Bordeaux. Il est professeur à l'école d'architecture de Bordeaux. Il fait venir une trentaine d'étudiants qui finiront leurs études à Royan, qui seront agréés architectes reconstructeurs avant même d'avoir passé leur diplôme, et qui, eux, ont soif d'autre chose. Ils n'ont pas envie trop de faire ça. Ça les intéresse pas. Mais ce qu'ils voient sous le crayon d'Oscar Niemeyer, ça les intéresse. Une architecture moderne, celle des Le Corbusier, mais revisitée par les Brésiliens, avec de la fantaisie, avec des courbes, avec toute la joie de vivre qu'il peut y avoir chez les Brésiliens. Ça peut paraître un cliché, mais c'est Oscar Niemeyer lui-même qui le dit. Il dit dans notre architecture, il a une très belle phrase dans ses mémoires, il dit « J'ai tropicalisé l'architecture moderne ». Et donc, comment il l'a tropicalisé? Eh bien, en y apportant des courbes, notamment, de la fantaisie, du décor. Et il dit lui-même qu'il avait trois sources d'inspiration dans son travail. Les courbes des femmes, qui le fascinent, il est complètement obsédé. La danse, la samba, les corps qui se déhanchent. Et également le football. Alors, pas celui de Neymar, mais plutôt celui de Pelé, plus intéressant. En tout cas, voilà, une espèce de joie de vivre qui fait que cette architecture moderne brésilienne, je ne peux pas vous en montrer d'exemples ce soir, mais elle est vraiment foisonnante, inventive. Et ça va peser sur les projets de Royan. Alors, pas dès octobre 47, pas dès la lecture de ce numéro, mais quelques mois plus tard, 1 an après, et il y a d'autres numéros qui sont parus aussi, on va voir les choses changer. Et ça va changer d'abord sur ce projet-là, sur le projet du casino. Voilà le plan masse de ce casino. 2 ailes reliées par un 3e corps de bâtiment avec des colonnes. Et voilà comment va évoluer le plan. Déjà, il faut dire que l'architecte qui avait fait cette première esquisse décède d'un cancer bien prématurément. Et il est remplacé par un jeune qui s'appelle Pierre Marmouget, qui est un type incroyable, inventif, et qui va faire complètement changer les formes de ce casino. Donc le casino se tend, se courbe, les espaces s'ouvrent à l'intérieur, les colonnes disparaissent, et on finit par avoir cette espèce d'organisme avec la salle de jeu, la salle de baccarat, la grande salle de spectacle, la petite salle pour les soirées de jazz, et puis l'aile d'administration qui relie tout ça. Et voilà ce que ça donne, voilà le bâtiment que ça donne, un bâtiment très organique, qui n'a plus rien à voir avec l'architecture classique, et qui a donc ses qualités de fantaisie, ses qualités d'exotisme, et puis une 3e qualité aussi, dont je n'ai pas encore parlé, qui, à mon avis, caractérise l'architecture balnéaire, c'est le soin apporté à la liaison entre l'intérieur et l'extérieur des bâtiments. Quand on est en vacances, surtout après la guerre, on se dénude, on va vers le soleil, on passe beaucoup de temps dehors, et le soir, on aime bien rester encore dehors, mais pas complètement dehors. Donc, cette architecture, depuis déjà la fin du 19e, elle développe tout un tas de procédés pour être à la fois dedans et dehors. Des balcons, des terrasses, des loggias, des pergolas, des grandes marquises qui vont couvrir un grand espace aussi. Tout ce qui permet d'être à la fois dedans et dehors en même temps. Et ça, les Brésiliens l'ont développé énormément, parce que les Brésiliens vivent dans un pays où il fait chaud, et donc il faut ces espaces intermédiaires à l'ombre, où on peut créer les courants d'air également. Et ça, c'est une des qualités de l'architecture balnéaire. Et c'est ce qu'on va retrouver dans cette architecture royanaise des années 50, avec ces formes largement vitrées, ces formes très courbes, ces escaliers... Pardon. Ces escaliers qui courent le long de la façade, qui n'ont pas de contre-marche, qui sont très légers, des parois qui sont des claustras, donc complètement ouvertes, et peinte avec des couleurs vives. Tout ça, c'est la fantaisie brésilienne qui pénètre cette architecture balnéaire et qui va permettre d'inventer un balnéaire contemporain. Voilà une photo au moment où Dalida passait un soir. Moi, je suis jamais rentré quand j'étais petit. Mes parents n'ont jamais voulu que j'aille dans le casino. J'étais trop petit, mais mes frères sont allés voir un spectacle des Charlots. Moi, j'ai pas eu le droit. Donc, j'ai jamais connu le bâtiment de l'intérieur, mais c'était un bâtiment tout à fait étonnant. Voilà un dessin probablement fait par Pierre Marmouget qui montre voilà cette
cette dimension mondaine avec cette galerie qui est résumée à un simple ruban de béton très léger. Derrière les parois vitrées, on aperçoit des palmiers. Il n'y a pas de palmiers à Royan, mais c'est l'idée de l'exotisme qui est très présente là. Et donc ce bâtiment, riche en couleurs, en formes étonnantes, incarnait vraiment ce renouveau de l'architecture balnéaire et cette ouverture vers la modernité, en particulier sous l'influence brésilienne. Malheureusement, c'est un bâtiment qui a été détruit dans les années 80 à cause d'une misérable opération immobilière, de spéculation immobilière portée par le maire de l'époque et qui a heureusement échoué. Mais le bâtiment qui n'était pas en bon état, mais qui était largement restaurable, a été détruit. En revanche, le Palais des Congrès, lui, qui date de 1954, n'a pas été détruit. Et c'est un bâtiment aussi très étonnant, très brésilien aussi dans l'esprit. C'est une simple boîte, mais il n'y a pas de poteau à l'intérieur. La toiture est portée par ces espèces de grues en béton qui soutiennent donc la toiture. Et à l'intérieur, l'architecte peut placer les différents organes de son bâtiment comme il le souhaite, la salle de congrès, la partie où il y a le restaurant, les espaces de dégagement, etc. Et ça fait un bâtiment complètement transparent, riche en couleurs. Il y avait de l'orangé, du jaune, du bleu. Le bar lui-même était bariolé de couleurs. Un bâtiment étonnant qui avait été défiguré dans les années 90 et qui actuellement est en pleine restauration. Voilà l'aspect qu'il avait. Là, c'était Georges Guettari qui passait ce soir-là, parce qu'il y avait des spectacles aussi au Palais des Congrès. Et vous voyez, avec des espaces intérieurs remarquables, des effets de néon aussi, qui sont restitués aujourd'hui dans la restauration qui est en cours. Le bâtiment va être inauguré là dans quelques semaines, en tout cas avant Noël, et on va redécouvrir un bâtiment des années 50. C'est une restauration très fidèle, vraiment très proche de l'état d'origine, qui est conduite par le fils de l'architecte Claude Ferré et par un architecte des monuments historiques qui s'appelle François Chatillon. Donc, on a cette fantaisie un peu partout, cette relation intérieure-extérieure. C'est très net là sur cette galerie commerciale, la galerie Botton, qui existe encore, mais qui est assez défigurée aujourd'hui. Et on voit cette forme de cacahuète à peu près. Là, on a un cas exceptionnel de copie. C'est la copie d'un pavillon qui se trouve dans un hôtel thermal au Brésil, fait par un architecte qui s'appelle Bologna, et qui a été publié justement dans ce numéro d'Architecture d'aujourd'hui, de septembre 47. Mais dans l'ensemble, à Royan, on ne copie pas, mais on s'inspire de l'esprit balnéaire brésilien. Une autre maison qui illustre cette fantaisie, toujours de Pierre Marmouget, c'est une maison qui a été surnommée maison Gris-Pain, et à cause de sa cage d'escalier qui est un peu en forme de toaster, on a réédité des toasters comme ça récemment. Et ce qui est intéressant aussi dans cette maison, c'est le mélange des matériaux. On est dans les années 50-60, après la guerre, il y a une pénurie des matériaux, donc on ne peut pas... on est obligé de prendre tous les matériaux qu'on a sous la main, en fait. Et donc, ces architectes ne peuvent pas être doctrinaux comme leurs prédécesseurs dans les années 20, qui voyaient tout par le béton, le verre et l'acier. Là, ils sont obligés de faire avec. Et donc, dans cette architecture balnéaire des années 50 et 60, on mélange les matériaux par nécessité. Donc, le béton, mais aussi la pierre de taille, le métal, le bois. Tout est utilisé et ça apporte énormément de fantaisie à cette architecture. Peut-être la maison la plus étonnante et qui est étonnante à une échelle, je dirais, européenne, internationale, c'est la maison Boomerang, encore de Pierre Marmouget. Elle doit son nom à sa forme, qui ressemble un peu à un boomerang. Elle est incroyablement légère, montée sur des pilotis. Tous les profils, celles des garde-corps, ici de l'échelle, sont très fins aussi. Au pied, il y a une piscine. On est là dans une fantaisie absolue, à la fois dans les couleurs, dans les formes, dans les relations intérieures-extérieures. Et en plus, c'est une maison qui a gardé tout son aménagement intérieur, avec son mobilier d'origine. On voit ici la finesse des appuis en métal, et on voit là un claustrat de béton
polychrome, et qui est là sur le palier, juste en haut de l'escalier, mais qui pénètre à l'intérieur de la maison, et qui, à l'intérieur de la maison, s'enroule autour d'un escalier hélicoïdal qui permet de descendre au rez-de-chaussée. Donc, et qui marque bien cette liaison intérieure-extérieure dont je parlais. Voilà, l'intérieur, avec son mobilier d'origine, entièrement dessiné par Pierre Marmouget. Alors, une autre maison, faite par une équipe, Baraton, Bohin et Brard, qui a beaucoup travaillé à Royan, c'est une maison qui, à la base, est une maison incroyablement ordinaire. C'est quasiment un pavillon de banlieue. Mais avec un plan en L, et dans le creux du L, vous avez la porte d'entrée. On voit ça partout. Mais là, les architectes ont supprimé le toit, ont remplacé par un toit terrasse, ont fait un mur de pavés de verre pour l'entrée, ont prolongé avec un auvent qui vient chercher le visiteur très très loin et qui repose sur des appuis très très légers en tubes de métal, et puis également sur ce mur de béton qui est percé de hublots, donc ça ressemble à une maison, à une tranche de gruyère. Donc cette maison a été baptisée la maison Gruyère maintenant, et tout ça est peint en vert, en rouge, en jaune. Et de cette maison ordinaire, ils font une maison assez étonnante, assez extraordinaire. Il y a beaucoup d'inventions, et c'est une architecture qui fait vraiment penser à la maison de mon oncle, dans le film de Jacques Tati, aussi au décor des bandes dessinées de Spirou de la même époque. Là, un autre exemple de cette liaison intérieure-extérieure et de ce dosage de la lumière par l'utilisation de brise-soleil, donc là horizontaux, directement empruntés à un projet brésilien, une usine de tabac. Ici, c'est Yves Salier, un architecte bordelais de grande qualité, qui a fait ce bâtiment. Et donc, le brise-soleil accompagne la courbe du bâtiment. Et donc, ça, ce sont les Brésiliens, avec l'appui de Le Corbusier, qui ont inventé ce principe pour protéger les façades vitrées de l'architecture moderne des effets du soleil tropical. Et donc, ils ont développé de multiples façons de filtrer la lumière. Le brise-soleil en est un, le claustrat aussi. Alors, on connaissait déjà le claustrat avant, mais ils ont multiplié les effets de claustrat. Ça, c'est une maison qui est juste dans le prolongement de la vue précédente, et qui est faite par le même architecte, Yves Salier. Donc là, on a un très, très bel ensemble. Le restaurant a heureusement disparu, donc ils ont restitué les pilotis et le rez-de-chaussée. Et, par contre, au rez-de-chaussée du bâtiment précédent, vous avez un bar à vin qui est pas mal du tout. Donc, je vous recommande, avec les tapas, c'est bien. Et donc, il y a solution de claustrat, mais il y a aussi ces solutions de percement dans les parois, un peu comme des moucharabillés modernes. Donc là aussi, c'est encore une autre façon de doser la lumière. Vous imaginez la lumière qui passe au travers et qui projette des rayons lumineux sur le mur qui est en face ou sur le sol. Ça anime vraiment l'intérieur de la maison. Tout ça, c'est des solutions vraiment empruntées au Brésil. Donc là, on a l'invention d'une architecture moderne, plus ouverte, aussi plus économique, nettement plus économique. Les surfaces sont plus petites, les formes sont plus simples, et donc il y a une autre catégorie sociale qui peut accéder à cette architecture. Mais on va franchir un autre cap avec des opérations d'aménagement du territoire qui vont être décidées par l'État français sous Charles de Gaulle dans les années 60 pour aménager certaines côtes françaises qui n'étaient absolument pas ou pratiquement pas développées à ce moment-là. Notamment la côte du Languedoc-Roussillon. Les Français prenaient la nationale 7, chantée par Trenet, et puis ensuite ils continuaient et ils allaient en Espagne. Mais ils ne s'arrêtaient pas là, où il n'y avait pas de station balnéaire, où il n'y avait pas de port de plaisance, et où la côte était sauvage, une très belle beauté sauvage, mais sauvage, infestée de moustiques aussi, partout. Donc, l'État français va décider, dans le cadre de l'aménagement du territoire, c'est l'époque où on crée la DATAR également, la Direction de l'aménagement du territoire, de lancer 3 plans d'aménagement touristique des côtes corses, d'une part, c'est pas la peine que j'aille sur la Sardaigne, des côtes corses, de la côte du Languedoc-Roussillon, depuis la frontière espagnole jusqu'à la Camargue, et puis également de la côte aquitaine. Et sur ces 3 plans, en fait, il n'y en a que 2 qui vont être réalisés. Celui de la Corse ne se fait pas. Et le premier, ça va être l'aménagement de la côte de Languedoc-Roussillon. Ça répond un peu, j'irais, aux questions posées par le géographe Jean-François Gravier. Paris et le désert français. Il y
Il y a des régions en France qui n'ont pas d'activité porteuse. Et là, dans le Languedoc-Roussillon, après la chute de l'exploitation du vin, eh bien, il faut relancer l'activité et ça sera le tourisme. Et donc l'opération là de l'État français est lancée par Pierre Racine, qui est un grand administrateur français, un des créateurs de l'ENA, d'ailleurs, avec Debré. Et ils vont imposer un plan. Aujourd'hui, c'est une opération qui serait impossible. Dans le cadre de la décentralisation, de la régionalisation, l'État français ne peut plus imposer comme ça le réaménagement de plusieurs centaines de kilomètres de côte sans concerter les habitants et les autorités locales. Ils les concerteront une fois que tout sera prêt à être mis en place. Et pour convaincre les maires et les conseils généraux, Pierre Racine vient à chaque fois avec un éventail qui fait à peu près cette taille. Il en reste 3 exemplaires. Il le déploie et sur l'éventail est dessiné le plan d'aménagement. Et il explique aux élus comment la côte va complètement changer avec la création de 5 zones touristiques entièrement nouvelles et également limitées dans leur développement. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'urbaniser, de créer des stations donc, à ces endroits-là, mais entre les stations, de conserver le littoral sauvage. Donc il y a ces 2 enjeux. Parce que aussi, on voit un urbanisme sauvage se développer sur les côtes françaises, et l'État français veut arrêter cela, donc, et contrôler la situation. Chacune de ces stations est confiée à un architecte différent et avec une écriture architecturale différente. Voilà quelques-uns de ces architectes. On voit ici Georges Candilis qui va diriger l'équipe, Jean Balladur, qui est un cousin du Premier ministre, un cousin éloigné, ils ne se fréquentent pas tellement. Jean Balladur ne doit absolument rien à son cousin, en tout cas. Et ici, c'est Jean Lecouteur qui va faire Cap d'Agde. Et donc, chacun va lancer son projet, et la Grande Motte est le premier des projets qui va être lancé, donc c'est le projet test. Si ça ne marche pas à la Grande Motte, tout s'écroule. Donc la responsabilité est importante pour Jean Balladur. Et vous voyez, le défi, il n'y a rien à la Grande Motte. La Grande Motte, elle existe encore, la Motte. C'est une dune qui fait 2 mètres de haut. C'est rien. Et c'est une zone qui était très belle, certainement, sauvage. Il n'y a pas un arbre, il n'y a pas d'eau courante. Enfin, pas d'eau courante, il n'y a pas d'eau propre, je dirais. C'est de l'eau salée, c'est des zones marécageuses, c'est infesté de moustiques. Donc c'est totalement impropre à l'occupation humaine, même s'il y a quelques fermes, quelques gens qui l'occupent. Et donc ça va nécessiter des travaux absolument titanesques. Il va falloir rehausser le sol de plusieurs mètres. Il faut désaliniser le sol. Il faut planter aussi tout ce territoire. On ne peut pas faire une ville sans un arbre, ce n'est pas possible, donc il va falloir planter. Il faut aussi trouver des solutions pour enrayer les vents, parce qu'il y a énormément de vents, de terre et de mer, qui provoquent des tempêtes de sable. Donc l'architecture va servir aussi à cela. Et donc c'est un projet vraiment titanesque dans lequel s'est lancé Jean Balladur à la Grande Motte. Première chose qu'il va fixer, c'est le port. Et à partir du port, ça va déterminer les voies de circulation et autour desquelles il va définir des quartiers ayant chacun une identité. Donc voilà le plan masse de la Grande Motte avec son port qui est là. On le voit mieux si on met en couleur la mer. Là, il y a un lac avec une presqu'île. Et puis, il y a un autre lac ici qui sépare la Grande Motte de l'aéroport de Montpellier. On est tout près de Montpellier, en fait. Si vous regardez Plus belle la vie, bon, c'est pas nécessaire, mais il y a des scènes qui se passent à la Grande Motte. Et donc, il va déterminer plusieurs quartiers. D'abord, il y a la desserte routière, bien entendu. Il y a l'autoroute qui va desservir toute la côte jusqu'à l'Espagne et sur laquelle se greffent les embranchements pour les différentes stations. Et ensuite, il y a une 4 voies qui part de ces embranchements pour desservir la station elle-même. Et donc, la station est organisée autour de cette voie de circulation avec l'idée de faire des parkings donc, tout autour de façon à ce qu'il y ait le moins possible de voitures qui pénètrent à l'intérieur. Il n'y a pas de front de mer,
non plus. Les gens ont accès directement à la mer. Ils ne sont pas obligés de traverser un boulevard pour aller à la mer. Donc, il y a un premier quartier qui est le quartier des pyramides. Pourquoi mettre des pyramides ici? Eh bien, les pyramides vont faire un obstacle face au vent et donc vont protéger les constructions qui sont derrière. Et ça permettra aussi, derrière les pyramides, de mettre une végétation différente, moins sensible, enfin, plus fragile, qui n'aurait pas résisté en front de mer. Donc il y a tout un plan aussi de plantation qui est élaboré par un grand paysagiste qui s'appelle Pillet. Un deuxième quartier qui est le quartier des maisons individuelles. Un autre quartier ici sur la presqu'île qui est celui du VVF, le village vacances famille. Donc là on est dans ce qu'on pourrait appeler la mixité sociale, c'est-à-dire faire une station qui ne soit pas uniquement une station pour les plus aisés, mais une station aussi où il y ait du locatif, où il y ait un village vacances-famille, et on va le voir, où il y a également des campings. Donc il y a la volonté, dans cet aménagement de cette côte, de couvrir un champ assez large des catégories sociales. Un deuxième quartier, qui est le quartier du Couchant, où Balladur va imposer un autre type de construction, qui sont les constructions en forme de conque. Et de mitre d'évêque également. On va voir ce que ça donne après. Et puis enfin, un dernier quartier qui est celui des campings. Donc, avec chaque quartier qui a sa propre identité architecturale. Les pyramides, pour le centre, donc à la fois pour protéger des vents, et puis les pyramides, c'est le balnéaire. Parce que là, il va aller chercher des références en Amérique du Nord, ou en Amérique du Sud plus exactement, ou centrale. C'est l'architecture précolombienne qui l'intéresse. Et donc, il va amener là une autre forme d'exotisme et de fantaisie à travers ces références. Pourtant, Balladur est un moderne. Balladur, en région parisienne, avant, il n'a pas beaucoup travaillé, mais il a fait notamment une villa, la villa Besson, qui est presque une copie des bâtiments de Mies van der Rohe. On est vraiment dans cette pureté d'écriture. Là, il va participer à l'émergence de ce qu'on appelle la postmodernité. Les maisons individuelles, le VVF sur la petite île, les conques, donc d'autres bâtiments. L'idée, c'est que les gens aient toujours une vue sur la mer également. Et puis là, ce qu'ils appellent les mitres d'évêques, donc une autre catégorie. Balladur définit les types et après, il y a une centaine d'architectes à peu près qui ont travaillé à la Grande Motte, vont reprendre les principes très stricts que Balladur a établi, ce qui fait qu'il y a de la diversité, mais en même temps, il y a une vraie unité architecturale, et pas uniquement architecturale. Balladur dessine tout, jusqu'aux bancs, les éléments de signalisation, les abris pour les poubelles. Il dessine absolument tout. Il va travailler pendant plus de 20 ans sur cette ville. Et puis la zone de camping. Et la première qualité de la Grande Motte, c'est d'être une ville verte, au sens où Le Corbusier l'avait défini. La ville baigne dans la verdure. Il y a à peu près un ratio de 70% de verdure pour 30% de construction. Ce n'est pas simplement des espaces verts. Vous êtes dans la nature. Vous pouvez traverser quasiment tout la Grande Motte en restant à l'ombre des arbres, et donc avec une température nettement plus basse. De même, quel que soit l'endroit où vous êtes, au VVF ou bien au couchant ou au levant, vous êtes toujours à moins d'un quart d'heure à pied du centre de la ville. C'est une unité de marche que Le Corbusier lui-même avait définie. Vous voyez qu'on retrouve des principes corbuséens, même dans une ville qui n'a rien de corbuséen sur le plan architectural. Là, c'est la Grande Pyramide, qui est une œuvre de Balladur lui-même. Et donc, ville verte et ville en hauteur aussi, pour faire un rappel avec les contreforts des Cévennes, le pic du Loup, etc., qu'on aperçoit au loin. Alors, est-ce que c'est une ville futuriste ? Pas vraiment, puisqu'on voit que les références, elles sont dans l'architecture précolombienne. On remonte au contraire très très loin, mais à l'époque, c'est vraiment présenté comme ça. Monsieur Dupont découvre l'an 2000 à la Grande Motte. Dans Paris Match, on imagine que les gens vont venir depuis New York en Concorde pour accéder à ces grandes stations
Cap d'Agde, Gruissan, l'Embouchure, Barcarès, la Grande Motte. Entre les Pyrénées et la Camargue, des stations nouvelles à l'architecture fantastique sont nées. Venu en Concorde de New York, on peut atterrir sur le nouveau terrain international de Béziers. De Paris, un réseau d'autoroutes permet d'atteindre les grandes villes de l'arrière-pays. De là, des voies spéciales amènent les estivants vers les plages. Alors, le réseau routier et autoroutier, oui, ça va exister. Mais Concorde, non, ne desservira jamais. Mais il y a vraiment un imaginaire nouveau. Et voilà une autre clientèle aussi. Même si la clientèle de Concorde, ce n'était pas celle la moins pourvue. Voici la Floride de demain, voilà, donc des références américaines qui ne collent pas avec l'univers que montrent ces architectes. À Cap d'Agde, c'est plutôt une architecture régionaliste qui va être lancée, qui n'a rien à voir avec la Grande Motte. Mais la Grande Motte, c'est vraiment une œuvre très très particulière, avec cette modénature baladurienne. C'est-à-dire que Balladur, pour tous ces immeubles, pour tous les appartements, crée une loggia. Et la loggia a à chaque fois, dans chaque immeuble, une forme différente. Donc ça permet d'avoir une diversité d'immeuble en immeuble. Et ça permet pour chaque immeuble, qui sont quand même des immeubles assez grands, de lancer des séries de préfabrication. Donc d'abaisser les coûts et en même temps d'arriver quand même à une certaine diversité. Parce que voilà, le problème et le danger de la grande masse, de construire grand, de construire des immeubles, c'est d'arriver à une certaine forme de banalité. Donc là, il arrive à détourner ce problème grâce à ce jeu de formes. Alors, il y a des loggias en forme d'œil, il y en a ça en forme de sourcil, il y a toute une variété, des demi-cercles, il y a des polygones, il y a des triangles, il y a une vraie diversité qui donne aussi une identité à chaque bâtiment. On se repère. C'est pas comme on a souvent dit que c'était le Sarcelles des bords de mer, mais ça n'a rien à voir. À Sarcelles, tous les immeubles se ressemblent. Ici, il y a une vraie diversité, non seulement dans des bâtiments d'habitation, mais aussi dans les bâtiments publics. On le voit par exemple avec l'hôtel de ville que dessine Balladur lui-même, ou bien avec le palais des congrès aussi. À chaque fois, ce sont des formes spécifiques. Il y a une vraie invention formelle, jusqu'ici dans ce petit pavillon d'une ancienne piscine qui existe toujours d'ailleurs. Donc là, Balladur s'inscrit dans un courant différent qu'on peut appeler l'architecture sculpture d'une certaine façon, dont on trouve d'autres exemples. Alors ça, c'est plus à la Grande Motte, mais c'est le palais Bulle d'Antilovac pour Pierre Cardin. C'est une maison balnéaire, justement, en bord de mer, qui montre aussi ce renouvellement complet des formes auquel participe la Grande Motte. Et là, dans un tout autre registre, c'est un camping municipal à Mers-les-Bains, où là aussi, il y a ce recours à ces formes d'un registre complètement différent. Toujours pour être dans la fantaisie et dans une forme d'exotisme. Donc, avec la Grande Motte, l'aménagement de la côte, puis ensuite l'aménagement de la côte aquitaine, on a vraiment ce basculement dans le tourisme de masse et non plus la villégiature pour une légère classe. Et on aboutit à cette idée de la civilisation du loisir que Joffre du Mazedier avait énoncée en 1962. Alors ça sera très critiqué, la Grande Motte, par les modernes comme par les autres. François Speury, qui est un ami de Jean Balladur, dit pourtant « Ceux qui prennent des vacances sont presque tous des citadins. Ils doivent changer de vie et habiter un village et non une ville. La Grande Motte est une ville. » Et lui propose le village de Port-Grimaud, cette marina, qui est intéressante. Mais on ne peut pas faire ça à l'échelle d'un tourisme de masse. Ça, c'est une opération immobilière privée, spéculative, avec une architecture régionaliste ou qui se veut régionaliste, mais ce n'est pas du tout la même clientèle que la Grande Motte, que Port-Barcarès ou que Cap d'Agde. Donc là, le débat, c'est vraiment est-ce qu'on accepte que certaines classes de la société profitent aussi de la mer ? Voilà. La question pourrait se poser en fait en ces termes. Et puis, voilà, on va arriver à ça, mais ça, j'en parlerai pas. Mais ça, c'est l'aboutissement de ce tourisme de masse, avec aujourd'hui qui pose des problèmes écologiques absolument dramatiques. Mais je m'arrêterai là. Je vous remercie. C'est en Chine.
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, je vous apporte le micro. Des questions ou des remarques? Moi, j'ai une petite question, mais j'ai entendu dire que justement toutes ces villes balnéaires avaient des gros soucis actuellement à cause du changement climatique et du coup des problèmes de durabilité par rapport à la nature du sol. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, c'est un problème qui touche la Grande Motte, notamment parce que c'est un sol surélevé, mais le niveau de la Méditerranée a déjà un peu monté, et donc ça commence à grignoter les installations qui étaient les plus proches. Bon, il y a encore de la marge, mais ça va poser des problèmes. Et il y a d'autres endroits, on a beaucoup parlé de Soulac-sur-Mer, où la côte est mangée et qu'il y a un immeuble qui va tomber d'ici peu. Enfin, on attend sa chute. Il y a cette lutte constante des stations balnéaires pour refaire leurs plages, pour faire des digues, qui, de mon point de vue, est une aberration totale. Il faut acter que c'est terminé, qu'il faut passer à autre chose. On ne va pas dépenser des millions pour à chaque fois refaire et lutter contre des éléments qui, de toute façon, vont gagner. Donc oui, il y a des gros problèmes. Et puis cette architecture aussi, dans l'ensemble, elle n'a pas été faite au départ pour être forcément occupée toute l'année. Donc elle n'est pas isolée du tout. Et donc, d'un point de vue climatique, elle pose, d'un point de vue du bilan énergétique, elle pose de gros problèmes. Bon, je suis ravi d'avoir été aussi clair. Je vous fais, avant que Béatrice reprenne la parole, je rappelle ce qu'elle a dit. Une conférence sur Zaha Hadid, qui est vraiment un personnage extraordinaire avec une architecture incroyable, aux formes étonnantes, et un parcours tout à fait remarquable. La première femme à avoir eu le prix Pritzker, et c'est pas la dernière, il y en a eu d'autres depuis, mais elle a ouvert la porte. C'est la marque que la profession se féminise. C'est un phénomène engagé depuis les années 70, et c'est vraiment une grande architecte avant tout. C'est pas simplement parce que c'est une femme. Et puis, si vous avez le temps, c'est un tout autre sujet aussi. Ça ne veut pas passer. Voilà. Cette fois-ci, c'est à Oradour-sur-Glane. Ça a fait écho un peu à la conférence que j'avais faite il y a quelques semaines. C'est une conférence que je ferai au Centre de la Mémoire d'Oradour-sur-Glane le 15 novembre sur le village reconstruit. Pas sur, je ne vais pas raconter l'histoire du massacre d'Oradour, je ne suis pas historien de la Seconde Guerre mondiale, mais comment on a reconstruit le village, pourquoi on a reconstruit à côté, quels sont les choix qui ont été faits. Ce village qui a été présenté comme un village modèle, mais qui n'en est pas un. Donc voilà, c'est ça que je vais essayer de présenter. Et justement, cette conférence amorcera une journée que la Maison de l'Architecture, donc que je représente ce soir, voudrait organiser donc courant 2023 autour de, j'irais de 3 architectures ou urbanisme, à savoir comment on entretient des ruines d'Oradour et pourquoi on le fait avec les architectes des bâtiments de France. Donc Gilles qui nous parlera aussi du nouveau village qui amorcera ça, et puis voir le centre de la mémoire aussi, qui est une architecture de la fin du XXe siècle, et pourquoi il est là et quels sont les liens entre eux. Et je pense que voilà, on a un vrai patrimoine aussi en Limousin et qu'on voit pas forcément, parce que comme tout ce qu'on approche de nous, on le voit, on le regarde plus. Et il y a toute une connaissance qu'on croit avoir par l'habitude, et en fait prendre du recul et comprendre le pourquoi du comment, ça nous amène à le vivre autrement, puis à explorer d'autres façons d'habiter. Je pense que c'est vraiment important. Une des précédentes conférences donc sur l'architecture de la reconstruction nous montrait à quel point il y a une vraie richesse, et on ne se rend pas souvent compte à quel point ça influence nos façons de vivre en fait. Nous, en tant que société, être humain, on influence les constructions, mais la réciproque est vraie. Et je pense que c'est vraiment très intéressant de se pencher sur ce patrimoine-là. Oui. Ici, ça sera d'abord Zaha Hadid. Voilà. Donc ici, Zaha Hadid, oui, qui est aussi très important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de par la richesse, oui, de son regard et de ses formes.
Juste pour vous dire, donc la Maison de l'Architecture, je vous en ai déjà parlé, c'est une association. Vous êtes les bienvenus pour y adhérer. Nous vous proposons chaque mois, grâce aussi à la collaboration avec la bibliothèque, dont nous nous félicitons, des conférences qui sont variées. Si jamais vous avez des idées ou des envies, n'hésitez pas à nous les faire remonter, parce que finalement, nous vous proposons des thèmes, et vous avez peut-être des idées. Alors, on n'y répondra pas forcément, parce qu'il faut trouver des conférenciers, il faut trouver l'organisation et des thèmes, mais ça peut toujours enrichir aussi nos façons de parler de l'architecture, puisque c'est notre mission à la Maison de l'Architecture, c'est parler de l'architecture, faire de la médiation, parce qu'on part du principe que l'architecture, elle appartient à tous et à chacun, et non seulement aujourd'hui, mais depuis très longtemps, et on l'espère pour encore très longtemps. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir vers nous, et puis je vous dis à la prochaine fois. Et j'espère aussi nombreux. Et en tout cas, encore merci de votre venue ici ce soir. Au revoir.